Avant de plonger dans le récit d'aujourd'hui, prenez un instant pour découvrir la chaîne d'un ami, où sont partagées des histoires tout aussi saisissantes. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous aimez ces récits intenses tirés de la vie réelle, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer ensemble une histoire de chagrin, de trahison et de la lente désintégration d'un mariage jadis heureux. Depuis 6 mois, tout avait changé entre Kelly et moi. Plus d'étreinte, plus de baisers, plus le moindre signe de cette intimité qui nous unissait autrefois. Au début, j'avais attribué ce silence au surmenage. Après tout, s'occuper de nos 2 jeunes garçons n'est pas une mince affaire. Mais au fil des semaines et des mois, l'absence de connexion devenait indéniable. Ce n'était pas seulement une question de proximité physique. Nos échanges se résumaient désormais à des paroles froides sur les enfants ou les tâches ménagères. Quand j'essayais de la prendre dans mes bras, elle se reculait comme si j'étais un inconnu. Je ne supporte pas de laisser les problèmes s'envenimer sans rien dire. Alors, un soir, une fois les enfants endormis, je l'ai doucement invitée à discuter. Le cœur lourd, je lui ai demandé « Kelly, pouvons-nous parler ?» Elle a poussé un soupir teinté de frustration et a rétorqué « De quoi ?» Me rapprochant, j'ai confessé « De nous. J'ai l'impression que tu ne me vois plus. Tu ne me parles plus. Tu ne me touches même plus. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Pendant un long moment, elle est restée silencieuse, les yeux rivés sur la table, tandis que ses doigts effleuraient le bord. Je pouvais voir la tension accumulée dans ses épaules, la mâchoire crispée. Enfin, elle a laissé échapper un soupir, et d'un ton amèrement tranchant, m'a dit « Je fais tout toute seule, Henri. Je prends les décisions. Je m'occupe des enfants. Tu es rarement présent. Je me sens abandonné. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. « Tu crois que je ne contribue pas ?» ai-je rétorqué, incrédule. Elle a alors poussé un rire amer. « Ce n'est pas une question de contribution. J'ai besoin d'un partenaire, de quelqu'un qui soit là, et je me sens terriblement seul. Peut-être serions-nous mieux séparés. » Cette révélation m'a transpercé. Mon estomac se serrait alors que je peinais à garder mon calme. « Kelly, je ne veux pas être seul. Je t'aime. Je veux retrouver ce que nous avions. » Ai-je supplié, mais elle s'est détournée. « Je ne le ressens plus, » a-t-elle murmuré. J'ai dégluti difficilement, des larmes menaçant de couler. J'ai promis de faire des efforts, de changer si c'était nécessaire. Pourtant, une pensée tenace me rongeait. Je travaillais sans relâche, 8, voire 9 heures à la maison, puis toutes les corvées s'enchaînant dès que ma journée était terminée. Je jouais avec nos garçons, je les nourrissais, je les emmenais au cours de natation et je les bordais chaque soir. Oui, je m'occupais de la routine, même des réveils nocturnes pour préparer des sandwichs à minuit. Kelly pouvait bien se plaindre de mes talents de nettoyeur, mais je faisais ma part. Je ne suis pas du genre à courir après la prochaine occupation, contrairement à son père toujours en mouvement. Chaque soir, une fois les enfants endormis et mon travail achevé, je me réfugiais dans le silence d'un film ou d'un jeu vidéo, une échappatoire discrète à une pression incessante. Jamais je n'avais rêvé de créer ma propre entreprise. J'avais valorisé la stabilité, un travail fixe, une famille aimante, une vie sereine. Et pendant des années, cela m'avait suffi, du moins je le croyais. Nous fêtions alors nos 4 ans de mariage, après 5 belles années ensemble. Puis quelque chose a commencé à changer. Notre première conversation profonde eut lieu un soir de décembre, et contre ma nature réservée, j'ai décidé d'être proactif. Plus d'allers-retours au supermarché, des réparations non sollicitées dans la maison, et des soirées que je refusais de laisser s'écouler dans un mutisme assourdissant. Kelly avait reconnu mes efforts, mais rien ne changeait dans son comportement. La distance était toujours là, froide, détachée, indifférente. La situation était devenue insoutenable, m'obligeant à faire face à la réalité une nouvelle fois. Un autre soir, une fois les enfants couchés, je l'ai invitée à s'asseoir à la table de la salle à manger, le ton ferme, mais empreint d'urgence. « Kelly, veux-tu sauver notre mariage ?» Elle a hésité, détournant les yeux, et quand j'ai proposé « Et si nous allions en thérapie de couple ?» son seul soupir fut de dire « Je ne sais pas. » Mon cœur s'est serré alors que j'insistais. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Nos enfants risquent de ne connaître qu'un couple séparé. Décidons-nous. Voulons-nous lutter pour surmonter cela? Un silence pesant s'est installé avant qu'elle n'acquiesce à contre-chœur par un
D'accord. J'ai alors pris l'initiative de trouver un thérapeute, bien que Kelly paraissait indifférente à l'idée. Au fil des séances, des vérités douloureuses ont émergé. D'un ton plat, elle a fini par avouer: je t'ai épousé pour impressionner mes parents et mes sœurs. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. C'était une sorte d'envoûtement, pas de l'amour. Ces mots m'ont submergé, me rappelant que ce que je croyais être un lien indestructible n'était qu'un décor savamment entretenu pour les apparences. Au fil de ces rencontres, j'ai compris que nous parlions deux langages de l'amour. J'aspirais à une tendresse physique, une caresse chaleureuse, un baiser réconfortant, tandis que Kelly recherchait des gestes concrets, des actions faites pour alléger son quotidien. Pourtant, armé de cette compréhension, le fossé entre nous demeurait. Après une séance, j'ai timidement demandé: as-tu ressenti une différence? Elle a simplement haussé les épaules, refusant de se montrer vulnérable face à un étranger. Ce fut le déclic. Tant qu'elle ne s'ouvrirait pas, rien ne pourra être réparé. Je me retrouvais seul à combattre pour un mariage en train de s'effondrer. Lors d'une session, le thérapeute, choqué, s'est étonné que nous ne partagions plus le même lit depuis plus de 6 mois. L'excuse fragile de Kelly, qu'elle dormait avec les enfants, ne convainquit personne. La proposition du thérapeute mi-rieuse, mi-cœur brisé, fut de suggérer: s'il n'y a pas assez de place, achetez un petit lit Ikea et placez-le à côté du vôtre. J'ai donc fait exactement cela. J'ai monté un petit lit et dormais à ses côtés chaque nuit. Pourtant, allongé là, je me sentais terriblement isolé. Kelly se positionnait d'un côté, les garçons au milieu, et moi, à la limite du lit, tel un homme déraciné de sa propre famille. Peu à peu, l'argumentation de Kelly changea. Elle affirmait que la solitude écrasante de gérer la maison seule la plongeait dans une dépression. Elle prétendait que ses paroles dures avaient été le fruit d'une émotion brute, une justification que je ne pouvais accepter, car je savais pertinemment que je n'avais jamais été aussi cruel, même lorsque je souffrais. Une fois qu'elle reprit le travail et qu'une nounou fut engagée, l'ambiance s'améliora légèrement. Nous recommencions à parler, mais cette intimité si précieuse d'un mariage était toujours absente. Je ne demandais pas seulement une amitié, je réclamais cette connexion profonde qui lie un mari et une femme. J'insistais pour poursuivre nos séances de thérapie, même si elle les minimisait en affirmant n'y assister que par contrainte. Lors d'un rare moment d'intimité après une séance, quand j'ai tenté de raviver la flamme, elle s'est contentée de rester immobile, les bras serrés autour de sa poitrine, comme pour se protéger de tout contact réel. Ce moment a éteint ma dernière lueur de désir, transformant l'intimité en une simple routine, un devoir dénué d'amour. Son détaché: si ça ne te plaît pas, laisse-moi, résonnait en moi longtemps après, me faisant douter. Cherchait-elle à m'inciter à partir, ou ne se souciait-elle plus de rien du tout? Un soir fatidique, j'ai découvert qu'elle tentait à multiples reprises d'appeler son ex, 4 appels successifs à 22 heures, tels que révélés par une application sur nos téléphones. La révélation fut aussi choquante que douloureuse. En la confrontant, j'ai exigé: pourquoi as-tu appelé ton ex à répétition à 22 heures? Son regard impassible ne trahissait aucun remords, et elle s'est rapidement embrouillée dans des mensonges. Je lui ai montré les historiques d'appels, et d'un ton plus incisif, j'ai demandé: lui as-tu envoyé un texto après l'appel? Avant même qu'elle ne puisse répondre, j'ai fait pivoter son ordinateur portable pour révéler le message compromettant. Je vais continuer d'appeler jusqu'à ce que tu répondes et que tu me parles comme un être humain normal. La preuve était irréfutable. Ces appels coïncidaient exactement avec la disparition de notre intimité, et tout contact avec un ex est un signal d'alarme. À cet instant, je ne pouvais plus ignorer les avertissements qui, jusque-là, murmurèrent dans mon esprit. Au début, certains me disaient que je réagissais de façon excessive, que les rumeurs d'infidélité n'étaient que des commérages. Mais désormais, les faits étaient devant moi. Je me sentais comme un imbécile, pris au dépourvu par une trahison que je n'avais soupçonnée. J'avais envisagé une confrontation directe, peut-être même un appel à son ex, mais j'ai décidé de rassembler des preuves irréfutables. J'ai installé un simple enregistreur activé par la voix dans sa voiture. En 3 jours, j'ai capté ses déplacements. Elle se rendait au travail puis à la salle de sport avant de retourner appeler. On ne savait pas qui avait lancé l'appel, mais la conversation évoquait les débuts de notre relation, faite de rires partagés, de taquineries et de cette étincelle inoubliable. Durant un appel d'1 heure,
elle a esquissé des projets de vacances à deux, allant jusqu'à évoquer un futur où ils reviendraient vivre en ville. Cet enregistrement d'une heure révélait une femme qui préparait une vie avec un autre. Une existence qui m'éclipsait peu à peu. Peu après, Kelly évitait de passer du temps avec moi dans notre appartement en location. Dès que les enfants s'endormaient, elle prétextait être épuisée ou occupée avec des courses, tout pour me tenir à distance. Pourtant, l'enregistrement confirmait tout. Elle proclamait ouvertement son amour pour lui et décrivait des projets grandioses où il prendrait peu à peu ma place. Elle évoquait même le jour où elle me quitterait, abandonnant non seulement moi, mais aussi nos garçons. C'était une confession dévastatrice. Je réalisais alors que son silence vis-à-vis de ses proches était une façade soigneusement entretenue pour masquer une liaison qui se déroulait sous mes yeux. L'homme en question n'était pas un inconnu. Il était son premier amour, une relation de 7 ans avant mon mariage. Bien qu'il fût installé à l'étranger et qu'il ne lui rende visite que sporadiquement, la flamme d'une passion ancienne n'avait jamais vraiment disparu. Je refusais d'être un pion dans ce jeu cruel. J'ai consulté mon avocat, déterminé à connaître mes options. Le conseil juridique fut amer. J'avais en main des preuves irréfutables susceptibles de ternir sa réputation, mais l'avocat m'a averti. « Henri, pense à tes garçons. Une vengeance irréfléchie pourrait tout détruire, y compris leur avenir. » J'ai serré les dents, conscient que même si je brûlais de l'envie de me venger, nuire aux enfants serait impardonnable. Sa famille, que je respectais malgré tout, risquait également d'être entraînée dans ce conflit. Les batailles pour la garde sont loin d'être justes, et mon avocat fut catégorique. Je ne pouvais espérer obtenir la garde totale. Les tribunaux privilégieraient Kelly en tant que principal responsable des enfants, me reléguant à des droits de visite et à la douloureuse perspective d'une vie sans leur présence quotidienne. J'appris ainsi qu'en dépit de tous mes efforts, je ne verrais mes enfants que tous les 2 week-ends, tandis que notre maison commune, fruit d'années de labeur, serait probablement soumise à une douloureuse liquidation financière. Cette réalité était aussi déchirante qu'hypocrite. J'avais tout donné pour préserver notre famille, et le système prenait parti pour une femme qui m'avait trahi. Lorsque les papiers de divorce furent définitivement signifiés juste après Pâques, je ressentis un engourdissement mêlé de détermination. Je me souviens encore de ces instants passés autour de la table des fêtes, où malgré des rires forcés et l'alcool apaisant la douleur, la vérité demeurait cruelle. Un mardi de repos, alors que je m'occupais de mon petit garçon d'1 an, mon frère vint m'aider à rassembler mes affaires dans notre appartement. Ce dernier lieu encore imprégné à ces derniers instants d'un bonheur passé. Plus tard dans la journée, le facteur apporta les documents officiels de divorce, une convocation à la médiation qui exposait froidement la raison de notre séparation, sa liaison avec un autre homme. Ce soir-là, à son retour, je l'attendais. D'une voix ferme, je lui dis « J'ai des preuves irréfutables. Je suis profondément blessé. Contacte immédiatement mon avocat. » Son visage se décomposa en fin de confusion. « De quoi parles-tu » Je ne lui laissai aucune chance. Plus aucune excuse, plus aucun mensonge. Je lui remis les documents et m'éloignai, portant sur mes épaules le poids de promesses brisées. Peu après, je me retrouvai chez ses parents. Il me fallait qu'ils entendent la vérité de ma bouche plutôt que de celle de Kelly, dont le discours avait été savamment orchestré. Arrivé dans leur salon, je les installai et leur déclarai « J'ai trop de respect pour vous pour ne pas vous dire la vérité. Votre fille m'a été infidèle. J'ai des enregistrements, des preuves indiscutables. » Sa mère, bouche bée, se couvrit la bouche, tandis que le froncement de sourcils de son père en disait long sur la douleur de cette trahison. « Es-tu absolument certain, Henri ?» demanda-t-il avec hésitation. Je hochai la tête avec fermeté, enregistrant chaque mot comme m'avait conseillé mon avocat. Leurs propos, affirmant que j'avais toujours été un mari et un père dévoué, ne faisaient qu'accentuer mon désarroi. Je quittai leur lieu, empruntant la route du retour vers la capitale, accablé par la certitude que la façade soigneusement entretenue de Kelly s'effondrait. Sur le chemin du retour, j'appelai un ami et lui dis « Fais passer le mot. Il faut que ses proches sachent ce qu'elle a fait. » 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. C'était mon beau-frère. Il me confia, d'une voix basse, que Kelly avait admis être avec lui, bien qu'elle continue de nier tout acte physique. « Henri, » me dit-il doucement, « tout le monde est de ton côté. Elle a tout détruit. » Ces paroles furent une maigre consolation au milieu d'un torrent de trahison. Puis vint un autre rebondissement.
Sa sœur tenta de me convaincre que notre mariage pouvait encore être sauvé, évoquant même le pardon qu'elle avait lui-même accordé pour une infidélité passée. J'en ai presque ri d'incrédulité. Comment pouvait-on croire qu'une trahison aussi profonde pouvait être réparée? Dans le silence de ma réflexion, je formulai à mon tour une contre-proposition radicale. Une idée saugrenue me permettant de rester auprès de mes enfants, tout en me libérant des chaînes de ce mariage brisé. Un partenariat sans lien conjugal, des finances séparées et des conditions strictes se dessinaient dans mon esprit. J'imaginais même, de manière irréelle, 7 mois de sortie avec des femmes aléatoires, après quoi je serais autorisé à entamer des aventures sans retenue. Aussi absurde que paraisse cette idée, elle traduisait l'agitation intérieure qui me consumait. Je refusais de renaître aux côtés de celle qui avait si froidement rejeté nos rêves communs. Au fil des procédures de divorce, le comportement de Kelly devenait de plus en plus erratique. Elle envoyait parfois de vagues textos emplis de déclarations d'amour. Mais ses actes, eux, racontaient une histoire différente. Elle ne répondait plus au téléphone, m'évitait lors des échanges pour les enfants et tout indiquait qu'elle voulait maintenir une distance émotionnelle. Pendant ce temps, sa famille se liguait autour d'elle. Son père appelait, sa mère m'inondait de messages bourrés de liens vers des textes prêchant le pardon et l'amour chrétien, et l'une de ses sœurs affirmait même que ma femme était possédée par un mauvais esprit. Toutefois, une voix restait plus lucide, celle d'une sœur qui admettait ouvertement que ma femme avait détruit notre famille et qu'il n'existait aucun retour en arrière possible. Je me souviens d'avoir assisté à une communion où, invité par sa sœur non par espoir de réconciliation, mais pour apercevoir mes garçons, je constatais, à travers les murmures et les regards furtifs, que la décision finale avait été prise dans mon cœur. Lorsque Kelly s'est approchée, les larmes de repentir coulant sur son visage. « Es-tu vraiment sûr de ta décision ?» demanda-t-elle timidement. J'ai levé les yeux et répondu d'un ton glacé. « Oui, c'est définitif. Rien ne peut changer cela. J'étais là surtout pour mes enfants. » Mais ses regrets sonnaient creux, renforçant le fossé entre nous. Ses suppliques se faisaient de plus en plus pressantes. Elle envoyait des heures de messages implorant une seconde chance. « Je suis désolée. Je ne peux pas vivre sans toi. Essayons de réparer cela pour les enfants. » Chaque appel à l'excuse se heurtait à mon silence ou à une réponse froide et tranchante. Je revois en mémoire un moment après une séance de thérapie où, alors que j'avais tenté de renouer l'intimité, elle s'était simplement étendue, ses bras serrant sa poitrine comme pour se protéger de tout contact sincère, me forçant à me demander si jamais elle avait réellement ressenti quelque chose. Puis vint la nuit où tout s'effondra irrémédiablement. Je la surpris, encore une fois, en train d'appeler son ex, sans relâche. Les journaux d'appel et les messages incriminés ne laissaient aucun doute. Fou de colère, je lui demandais « Pourquoi ces appels incessants vers lui ?» En exhibant les preuves, j'observais son regard fuyant, trahissant une gêne ineffable. À cet instant, je compris que son infidélité n'était pas le fruit d'une erreur passagère, mais bien l'aboutissement d'un projet de vie sans moi. Bientôt, entre réunions d'avocats et disputes déchirantes, ce dernier me conseilla de mesurer l'impact qu'un éclat public aurait sur nos enfants. Même si l'envie de me venger brûlait en moi, je savais que toute action irréfléchie ne ferait que leur nuire davantage. Je me retrouvais face à un choix cruel, sacrifier la vengeance au profit de leur bien-être ou accepter l'inévitable dissolution d'un mariage qui n'était plus qu'un mensonge. Lorsque les papiers de divorce furent signifiés et que je remis ces documents fatals à Kelly, j'avais la certitude que le combat était désormais perdu. Dans un ultime revirement, pour ne laisser place à aucun doute, j'organisai un test ADN concernant les garçons, un geste que je n'aurais jamais imaginé devoir entreprendre. 3 longues semaines plus tard, les résultats confirmèrent l'impensable. 0% de paternité. Le choc, l'engourdissement, cette immense sensation de vide furent indescriptibles. Je compris alors, avec une amère clarté, que j'avais été dupé, condamné à élever les enfants d'un autre. Immédiatement, je déployais toutes les démarches nécessaires pour faire retirer mon nom de toute documentation légale liée à leur filiation, une décision qui fit l'effet d'un séisme dans sa famille et parmi nos proches. Suite à cette révélation, sa famille me submergea d'appels, de textos et même de visites inopinées. Un jour, ses parents se présentèrent à ma porte, l'effroi et l'incrédulité peints sur leur visage. Je les invita à s'asseoir,
posait le rapport ADN sur la table et déclarait, sans aucune douceur, « Je ne suis pas leur père ». La réaction de sa mère fut immédiate. Un halètement coupé, la main crispée sur le bras de son mari. Quant à son père, après avoir parcouru le document du regard, tenta de me convaincre qu'un père se définit par son amour et sa présence, pas par le sang. Un rire amer s'échappa de moi. L'amour ne suffit pas quand on est trahi et trompé. Cette confrontation laissa des cicatrices, mais il fallait affronter la vérité. La salle d'audience devint le champ de bataille de nos vies brisées. Le juge, au regard fatigué par des décennies de douleur, me supplia de reconsidérer ma position pour le bien des enfants. « Monsieur Carter, ces enfants vous considèrent comme leur père, me dit-il. » Mon emportement monta, et, entre colère et résignation, je répondis « Ils sont enfermés dans un mensonge. Je n'ai rien choisi. » La tension dans la salle était palpable, les deux parties se disputant âprement. Finalement, le juge ordonna de nouveaux tests ADN, des résultats qui ne firent que confirmer ce que je savais déjà. J'insistais pour vendre notre ancienne maison, voulant couper tout lien avec une vie fictive, malgré les protestations selon lesquelles j'abandonnais mes enfants. Après des mois de procédures éprouvantes, de déchirements émotionnels et de nuits interminables, le divorce fut enfin prononcé. Je me retrouvais seul, sans femme, sans foyer, et avec la douloureuse réalité d'un homme qui avait tout perdu pour cause de trahison. J'emménageais dans un petit appartement en plein centre, dormais sur le canapé de mes parents et travaillais depuis chez moi, tout en profitant chaque week-end, quand je pouvais, des quelques précieuses heures avec mes garçons. Ces moments, bien que fugaces, étaient une petite lueur dans l'obscurité de ma peine. Les différends financiers et les batailles pour la garde compliquèrent encore davantage notre rupture. Kelly conserva la maison que nous avions bâtie ensemble, alors que je réclamais que l'investissement consenti soit justement reconnu. Chaque discussion sur la pension alimentaire ou la répartition des charges se transformait en une dispute amère. Un souvenir reste gravé en moi. « Henry, tu n'as aucune chance d'obtenir un partage équitable quand tu n'es même pas là à temps plein », me disait-elle, et je répliquais avec amertume. « J'ai tout donné, et me voilà réduit à des éclats d'une vie volée. » Ces échanges mettaient en lumière l'ironie cruelle d'un système qui me cantonnait au rôle de père le temps d'un week-end, alors que je restais éloigné d'un foyer qui jadis était le nôtre à tous les deux. Puis, comme une ironie cruelle du destin, Kelly recommença à m'envoyer des messages, des textos confus mêlés d'excuses et de déclarations d'amour. « Je t'aime. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Je suis désolé pour tout. » Chaque message se heurtait à mon silence de fer ou à une réplique acerbe. Une fois, dans un moment de colère indomptable, j'ai écrit « J'espère que tu mourras pour que je puisse pisser sur ta tombe ». Ce message, bien que regrettable par la suite, exprimait toute l'étendue de ma douleur. Même si sa famille me pressait de lui redonner une chance pour le bien des enfants, je restais ferme. Notre passé était irrémédiablement brisé. Je me souviens d'un appel de sa sœur qui me reprochait d'être égoïste, de songer à une réconciliation pour le futur de nos enfants. « Ce n'est pas pour se venger d'elle, c'est pour l'avenir de tes enfants », me disait-elle. J'en ai presque ri. Comment imaginer que rester dans un mariage effondré puisse être une solution quand chaque jour rappelait le goût amer de la trahison? J'avais compris, au plus profond de moi, que cette relation, fondée sur le mensonge et nourrie par l'infidélité, ne pourrait jamais être réparée. L'idée d'une famille véritable devenait aussi lointaine qu'un rêve effacé, un espoir auquel je devais renoncer, malgré tout l'amour que je portais à mes garçons. J'avais même envisagé, dans un élan de désespoir, de trouver un compromis insolite, une union sans mariage, aux finances séparées et sous conditions strictes. Dans un moment presque surréaliste, j'avais même plaisanté en imaginant une période de sortie avec d'autres femmes, avant de revenir à une coparentalité. Mais au fond de moi, je savais que cette idée n'était qu'une expression de la tourmente intérieure qui me rongeait. Je ne pouvais pas sauver le passé en m'accrochant à quelqu'un qui avait si lâchement abandonné nos rêves communs. Au fur et à mesure que les procédures de divorce se succédaient, le comportement de Kelly devenait toujours plus distant et imprévisible. Parfois, elle envoyait quelques textos vides, déclarant son amour, mais elle ne répondait plus au téléphone et évitait tout contact lors des échanges pour les enfants. Pendant ce temps, sa famille se mobilisait autour d'elle. Son père l'appuyait, sa mère inondait mes messages de lien vers des textes sur le pardon et l'amour chrétien, et une de ses sœurs me traitait même de paria,
affirmant que ma femme était sous l'emprise d'un mauvais esprit. Seule l'une de ses sœurs restait lucide, admettant sans détour que Kelly avait détruit notre famille et qu'il n'existait aucun espoir de réconciliation. Je me rappelle avoir assisté à une communion organisée par cette sœur, non pour espérer une réconciliation, mais simplement pour voir mes garçons, ne serait-ce qu'un instant. Assis à la table, entouré de murmures et de regards échangés, je compris que ma décision était irrévocable. Lorsque Kelly s'approcha timidement, en laissant couler de fausses larmes en me demandant « Est-ce vraiment la fin ?» Je relevai le regard et, d'un ton impitoyable, répondis « C'est terminé. Rien ne peut changer cela. » J'étais là avant tout pour eux, mais ces regrets sonnaient creux et accentuaient le fossé entre nous. Avec le temps, ses supplications se firent de plus en plus désespérées. Elle envoyait des heures de messages, suppliant une seconde chance. « Je suis désolé pour tout. Je ne peux vivre sans toi. Et pour nos enfants, essayons de réparer les choses. » Chaque appel au pardon était confronté à mon silence ou à une réponse glaciale. Un souvenir particulièrement marquant. Après une séance de thérapie, alors que je cherchais à retrouver un semblant d'intimité, elle se contenta de rester immobile, protégeant sa poitrine comme pour se barricader contre tout contact sincère. Ce refus de répondre à mes avances a définitivement éteint la flamme, transformant notre intimité en une obligation mécanique. Son inexplicable réplique « Si tu n'aimes pas, quitte-moi » résonnait encore longtemps, me laissant me demander si elle voulait simplement me pousser à partir ou si son cœur ne battait plus pour moi. Puis vint le soir fatidique où tout bascula. Je découvris à mes grands yeux qu'elle réitère l'appel à son ex de manière répétée. Les relevés d'appels et les messages compromettants ne laissaient aucune place au doute. Emporté par une colère indescriptible, je lui lançai « Pourquoi ces appels incessants vers lui ?» En exhibant les preuves, son regard se détournant vivement, trahissait une gêne que je ne pouvais plus ignorer. À cet instant, il devint évident que son infidélité n'était pas le fruit d'une erreur isolée, mais bien le signe d'un projet de vie en dehors de notre union. Rapidement, au milieu de réunions avec l'avocat et de débats épuisants, ce dernier me conseilla de faire attention à ne pas compromettre l'avenir de mes enfants par des éclats publics. Même si le désir de vengeance me consumait, je savais que cela ne ferait qu'aggraver leur souffrance. J'étais donc face à un choix déchirant. Opter pour une revanche qui détruirait l'avenir de mes garçons ou accepter la fin douloureuse d'un mariage trahi. Lorsque je remis officiellement les papiers de divorce à Kelly, j'avais la certitude que le combat était désormais perdu. Dans un ultime acte de désespoir, j'avais organisé un test ADN concernant les enfants. Une mesure que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre. 3 longues semaines plus tard, le verdict fut sans appel. 0% de paternité. La révélation fut écrasante. Le choc, le vide, la douleur indescriptible m'assaillirent. Je compris alors, avec une clarté cruelle, que j'avais été manipulé, contraint d'élever les enfants d'un autre homme. Sans perdre un instant, je fis entamer les démarches pour faire retirer mon nom de tout document légal de paternité, une décision qui fit trembler toute sa famille et nos cercles d'amis. À partir de ce moment, sa famille me harcela de coups de téléphone, de textos et de visites inopinées. Un jour, ses parents vinrent frapper à ma porte, le visage marqué par la panique et l'incrédulité. Je les invitai à s'asseoir, poser le rapport ADN sur la table et déclara d'une voix impitoyable « Je ne suis pas leur père ». Sa mère réagit aussitôt, haletant et saisissant le bras de son mari, tandis que son père, après avoir parcouru le document, tenta d'argumenter que le rôle paternel se définissait par l'amour et la présence, et non par le sang. Je ne pus m'empêcher de rire avec amertume et répondis « L'amour seul ne suffit pas quand on est trahi et trompé ». Cette confrontation laissa des cicatrices, mais il fallait que la vérité soit dite. La salle d'audience devint le théâtre de nos vies brisées. Le juge, avec des yeux fatigués par des décennies de peine, me supplia de reconsidérer ma décision pour le bien des enfants. « Monsieur Carter, vos enfants vous considèrent comme leur père, » me dit-il. Je sentis ma colère monter, et dans un élan mêlé d'indignation et de résignation, je répliquai « Ils vivent dans un mensonge. Ce n'est pas moi qui ai tout choisi. » La tension dans la salle était presque palpable. Chaque argument résonnait comme une balle. Finalement, le juge ordonna de nouveaux tests ADN, des résultats qui confirmèrent ce que j'avais déjà compris. Je poussais alors pour la vente de notre maison commune, désireux de rompre tout lien avec une vie mensongère,
malgré les protestations indiquant que j'abandonnais mes enfants. Après 9 mois d'affrontements juridiques, d'efforts émotionnels surhumains et de nuits sans sommeil, le divorce fut validé. Je me retrouvais seul, sans femme, sans foyer, avec la dure réalité de l'homme qui avait tout vu s'écrouler sous le poids de la trahison. Je déménageais dans un modeste appartement en plein cœur de la capitale, passais des nuits sur le canapé de mes parents et travaillais depuis chez moi, tout en profitant de chaque week-end pour retrouver mes garçons. Ces instants, où je passais du temps avec eux, étaient la seule lumière dans cette obscurité perpétuelle. Les conflits financiers et les batailles pour la garde compliquèrent encore davantage notre séparation. Kelly garda la maison que nous avions bâtie ensemble. Malgré mes insistances sur le fait que mes investissements méritaient une juste compensation. Chaque discussion sur les versements de pension ou la répartition des dettes se transformait en querelle amère. Une conversation téléphonique reste gravée en moi. « Henri, tu ne peux pas espérer une répartition équitable quand tu n'es même pas là à plein temps », me rétorqua-t-elle, et je lui répondis « J'ai tout donné et je me retrouve avec le restant d'une vie volée ». Ces échanges soulignaient l'ironie d'un système qui me reléguait au rôle de père le week-end, séparé d'un foyer qui, autrefois, nous appartenait à tous les deux. Alors que je croyais que le cauchemar était terminé, Kelly recommença à m'envoyer des messages désespérés, des excuses mêlées à des déclarations d'amour. « Je t'aime. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Je suis désolé. » Chaque message se heurtait au mur de mon silence ou à une riposte acerbe. Un jour, poussé par une rage incontrôlable, j'envoyai un texto que je regrette encore aujourd'hui. « J'espère que tu meurs pour que je puisse pisser sur ta tombe. » Même si sa famille me suppliait de lui laisser une chance pour le bien des enfants, je ne pouvais me résoudre à revenir sur une trahison aussi profonde. Sa sœur finit par m'accuser d'être égoïste si j'envisageais une réconciliation pour le bien de nos enfants. « Ce n'est pas de la vengeance, c'est pour l'avenir de tes garçons », me dit-elle. Je n'en pus que rire. Comment rester dans un mariage en ruine quand chaque jour rappelait la trahison de celle qui avait brisé notre vie commune? Au fond de moi, je savais qu'une relation fondée sur le mensonge et l'infidélité ne pouvait jamais renaître. L'illusion d'une famille heureuse devenait un rêve lointain, que je devais lâcher, malgré tout l'amour que je portais à mes enfants. Je me surprenais à imaginer un arrangement aussi improbable qu'insensé. Vivre en tant que parents séparés, gérer des finances distinctes, sous condition de suivre des règles strictes. Dans une idée presque folle, j'envisageais même d'obtenir une période de liberté, où je pourrais sortir avec d'autres femmes avant de revenir à une coparentalité. Mais au fond de moi, je savais que c'était une fuite, une expression du tumulte intérieur qui m'habitait. Je ne pouvais pas ramener le passé avec quelqu'un qui avait si ouvertement renoncé à nos rêves communs. Aujourd'hui, en partageant cette histoire avec vous, je veux lancer une réflexion sur le prix à payer pour la trahison. Est-ce que l'amour peut vraiment panser les blessures les plus profondes? Parfois, je me demande si les remords de Kelly sont sincères, ou simplement le fruit de la confrontation avec ses choix. Ses tentatives pour recoller les morceaux d'un passé heureux résonnent creux face aux batailles juridiques interminables, à la perte de confiance et à la preuve irrévocable du test ADN. Ce récit n'est pas une apologie de la vengeance, ni un blâme unilatéral. C'est le témoignage brut d'un homme qui a osé faire confiance, d'un mari piégé dans un tourbillon de trahison, et d'un père contraint de choisir entre vivre dans le mensonge ou affronter douloureusement la vérité. En fin de compte, il ne me restait qu'une certitude. Je n'avais pas élevé mes propres enfants, et je ne pouvais plus sacrifier ma santé mentale et mon intégrité pour une famille bâtie sur des illusions. Avant de conclure, nous vous invitons à partager vos impressions dans les commentaires. Quel est, selon vous, le vrai prix de la trahison? Et si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like pour nous soutenir dans la diffusion d'histoires humaines, aussi douloureuses soient-elles. Je me souviens encore de la dernière confrontation, aussi vivace que douloureuse. Un jour, alors que la sœur de Kelly me reprochait d'être un égoïste, j'ai murmuré « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré ». Elle répliqua, empoignée de venin « Tu m'as traité comme de la camelote, et maintenant tu t'attends à ce que je pardonne ?» D'un ton froid, je lui répondis « J'ai été dupé, contraint d'élever les enfants d'un autre. Je refuse de continuer à vivre dans le mensonge. » Ces paroles résonnèrent alors que notre fils courait entre nous. Rappel cruel que notre monde dévasté était construit sur des trahisons et une douleur insupportable. Devant le juge, quand il me pressa «
Pensez aux enfants, Monsieur Carter. J'ai senti la gravité de mes choix m'écouler sur les épaules. Je répondis, mélange d'ire et de résignation. Si vous tenez vraiment à leur avenir, comprenez que je ne peux plus être emprisonné par une trahison incessante. Les mois qui suivirent, faits de délibérations, de manœuvres juridiques et de tempêtes émotionnelles, aboutirent enfin à une sentence définitive. Avec le divorce officialisé, je me retrouvais face à la dure réalité. Un foyer brisé, un cœur en lambeaux et la vérité implacable qu'il faut parfois tout abandonner pour se libérer des mensonges. Aujourd'hui, je me tiens ici, marqué par la trahison et la perte, mais résolu à retrouver peu à peu mon identité. Mon chemin est encore long, et même si la douleur ne disparaîtra jamais complètement, je m'efforce de reconstruire ma vie sur les fondations de la vérité. Je partage ce récit dans l'espoir d'ouvrir une conversation sur le pardon, le coût de la tromperie et le prix que nous devons payer lorsque l'amour est remplacé par le mensonge. Merci d'avoir écouté ce témoignage intimiste. Si cette histoire vous a interpellé ou ému, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Votre soutien compte énormément pour notre chaîne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à très bientôt sur notre chaîne.